Clémentine Autain, vous êtes députée Nouveau Front Populaire. Ah non, vous êtes pas Nouveau Front Populaire, oui. Pas LFI, mais Nouveau Front Populaire au groupe écolo, maintenant au groupe vert. Écologiste et social, oui. Écologiste et social, députée de Seine-Saint-Denis et autrice, vous dites auteureux ou autrice? J'aime bien auteur. Auteur de L'avenir, c'est l'esprit public au Seuil. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On va commencer justement sur ce dossier algérien. Bruno Retailleau dit que la France doit se faire respecter. Est-ce qu'il a raison? Écoutez, Bruno Retailleau instrumentalise en fait la question algérienne pour des enjeux qui sont des enjeux de politique intérieure. C'est pas la première fois, c'est depuis Nicolas Sarkozy qu'on s'est rendu compte à quel point il y avait à droite une forme de rupture avec une certaine tradition sur le sujet. Je parle bien de la droite, et une volonté de réhabiliter une certaine vision du fait colonial, d'en tirer des éléments positifs et de courir après l'extrême droite. Donc je pense que Bruno Retailleau est dans cet état d'esprit et que d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue politique, dans les relations avec l'Algérie, ça peut nous amener à des choses qui sont très négatives, et aussi en France, puisque nous avons une histoire qui est une histoire très forte avec l'Algérie, avec le Maghreb aussi, plus profondément, où beaucoup d'entre nous sont soit issus de cette immigration maghrébine, soit y ont vécu, et que le fait de ne pas regarder ce passé avec lucidité... Est-ce que le président fait davantage ? Il est parfois un peu erratique, si vous me permettez, sur le sujet. Mais oui, il l'a fait bien davantage, ça, je suis prête à le concéder, que Bruno Retailleau, évidemment. Sur Maurice Audin, par exemple, enfin, il a eu des mots, des gestes qui sont importants sur le sujet. Mais c'est erratique, et il a pris, comme ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Donc, vous voyez, tout ça est assez confus. Que Bruno Retailleau demande à l'Algérie d'accepter ce doualem que la France veut expulser. Est-ce qu'il a raison? Écoutez, là, la question qui nous est posée, c'est... Vous parlez de Bolem... Non, pas doualem. L'influenceur. Voilà, la question de l'influenceur, parce qu'il y a deux questions, excusez-moi, pardon, différentes. Mais je t'ai dit... Non, c'est moi qui sans doute n'ai pas été assez attentive. Il y a des accords particuliers entre l'Algérie et la France, qui ont une histoire. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a un droit spécifique? Non, là, je ne vous parle pas des accords de 68, je vous parle des accords au terme desquels l'Algérie doit... Enfin, il semblerait que l'Algérie doive accepter de récupérer sur son territoire, si la demande est faite dans le droit, doit accepter de récupérer sur son territoire ses citoyens. Est-ce qu'elle doit le faire ou pas? Est-ce qu'elle doit... La question qui est posée à la France, c'est qu'est-ce qu'on fait si l'Algérie refuse? C'est plutôt cette question-là qui nous est posée. Non, on n'a pas. C'est pas moi qui vais vous dire oui, l'Algérie doit faire ceci ou cela. À partir du moment... un certain nombre de gens disent l'Algérie a signé des accords, elle doit les respecter. Oui, mais ça, quand on signe des accords, c'est mieux de les respecter. Sauf que qu'est-ce qu'on tire comme conséquence du fait qu'elle ne respecte pas ces accords? Et c'est là où le débat politique, à mon sens, arrive, parce que au nom de ce refus, on tire la pelote et on veut remettre en question les accords de 68. C'est pour ça que j'ai pris peut-être pas dans le bon sens pour répondre à votre question, mais on arrive à la même chose, à la même situation. Or, je pense que la conclusion qui est de remettre en cause ces accords de 68, de tendre très très fort avec l'Algérie, je pense que c'est lié aussi à des enjeux intérieurs et pas simplement... Ce que ne veut pas, ce qu'a l'air de vouloir Bruno Retailleau, exactement, et pas le président de la République. Exactement, voilà. Donc et pour des raisons... vous êtes plutôt... président de la République que Bruno Retailleau? En général, ni l'un ni l'autre, en règle générale, mais là, typiquement sur ce dossier, oui, je préfère l'approche d'Emmanuel Macron, bien sûr, que celle de Bruno Retailleau. Mais vous vous rendez compte de quoi on est en train de débattre, quand même, hein? C'est-à-dire qu'ils ont réussi, à partir de cette difficulté-là, à nous ramener à des débats qui sont des débats qui flirtent avec les rêves de l'extrême droite, qui, au fond, de gommer aussi tout rapport critique fort avec la colonisation. Et c'est de gommer cette histoire-là, c'est de faire comme si elle n'avait pas existé et qu'on pouvait avoir des rapports qui ne soient pas différents avec l'Algérie par rapport à d'autres pays. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu quand même à tenir les deux bouts, sans faire du en même temps, parce que c'est connoté, mais c'est-à-dire à être sévère avec Bruno Retailleau et cet agenda personnel, et en même temps quand même à interroger ce qu'est la nature du pouvoir algérien aujourd'hui, parce que si on a des accords, si on a une histoire commune, ça n'empêche pas
non plus qu'il puisse y avoir une difficulté dans la façon d'exercer le pouvoir, dans un certain nombre de déclarations publiques. Donc, voilà, peut-être c'est vrai qu'il y a. Je suis d'accord avec. Il faut le rappeler quand même à chaque fois. Non, mais je suis complètement d'accord avec ça. Mais dans le débat actuel, on voit bien que la dérive du pouvoir potentiel, elle est. Ah non, mais le meilleur allié du pouvoir algérien, c'est Bruno Retailleau. Il est cité dans tous les journaux. Exactement. Et le meilleur épouvantail pour Bruno Retailleau, c'est le pouvoir algérien. Exactement. Un mot, on va continuer. Donc je n'ai aucune, s'il faut le dire de manière claire, évidemment aucune complaisance avec le gouvernement algérien. Mais la manière dont Bruno Retailleau le prend est une manière qui, à mon avis, ne convient pas ni pour le débat intérieur français, ni même pour les relations diplomatiques avec l'Algérie. Compris. On va continuer à parler de l'actualité, en particulier du réarmement. Je voudrais un mot sur votre livre, donc Clémentine Autain, L'avenir, c'est l'esprit public. Dès la page 13, vous dites, vous racontez, c'est un voyage parmi des gens assez désespérés, vous racontez avec pas mal de talent la situation de gens en prise avec non pas les services publics, mais le manque de services publics. Vous dites, il y a aujourd'hui une forme de saturation qui prend une tournure nouvelle. Est-ce que dans tournure nouvelle, vous voulez dire que vous avez le sentiment que la révolte gronde ? Ah oui, elle gronde fortement. Et d'ailleurs, on observe dans les services publics maintenant des actes très violents à l'égard des agents. C'est pour ça que je dis que ça prend une tournure nouvelle, c'est qu'on observe des insultes, d'une violence et d'une répétition qu'on n'avait pas autrefois. Voilà. Et c'est un symptôme, c'est-à-dire c'est le symptôme d'une asphyxie générale, d'une société où on a l'impression que plus rien ne marche. Et le constat que je fais, qui n'est pas seulement sur les services publics, c'est que cette asphyxie, elle est liée à la marchandisation du monde. Et c'est pourquoi je pense que le remède à cette marchandisation qui détraque tout, c'est l'esprit public. Pas simplement de remettre sur pied les services publics, mais plus profondément d'aller vers une économie du partage qui respecte la planète, vers un État stratège qui est capable d'organiser et de planifier dans le temps la satisfaction des besoins et de réactiver fortement la démocratie, là où on le voit avec Emmanuel Macron depuis des années, mais avant aussi, elle est en permanence en train d'être maltraitée. Mais cette révolte qui gronde, et effectivement, on a tous constaté ces gestes, les gestes dont vous parlez, est-ce que vous avez l'impression qu'elle peut aussi s'accompagner ou produire de la révolte sociale ? Parce que nous, on a, c'est vrai, pas le sentiment, on a vu l'échec des manifs de la CGT hier, par exemple. Il y a une journée demain, je prédirais pas qu'il y ait des millions de personnes dans la rue. Est-ce que vous avez le sentiment que ce mouvement peut conduire à une mobilisation sociale importante? D'abord, il y a eu la crise des Gilets jaunes, qui a été une mobilisation très importante et dans laquelle la question des services publics... Mais vous le sentez revenir, là ? Attendez, la question des services publics, de l'abandon matérialisé par un État qui n'est pas capable de lutter contre la désindustrialisation, qui n'est pas capable de protéger le commerce de proximité, qui n'est pas capable de faire en sorte que les besoins essentiels soient satisfaits à égalité, de manière universelle partout. C'était par exemple au cœur des revendications des Gilets jaunes. Maintenant, 40 ans de politique néolibérale ont créé énormément de ressentiments. Vous savez, le problème, c'est que quand vous contestez... Je comprends très bien ma question. Est-ce que vous avez l'impression qu'il va y avoir 1 million de personnes dans les rues bientôt ? Mais c'est complètement absurde comme question, en fait. Pardonnez-moi. Je vous remercie. Mais c'est absurde. Moi, je lis pas dans le Mar de Café. Vous savez qu'avant mai 68, on s'ennuyait, la France s'ennuyait. Oui. Donc, c'est pas une question, j'en sais rien, ce qui va se passer. Je peux dire ce que je souhaite. Je suis une actrice politique. Et à ce titre-là, je peux vous dire ce que je souhaite. Je souhaite que cette colère ne se transforme pas encore davantage en ressentiment. Mais quand vous manifestez et qu'on vous dit « circulez, il n'y a rien à voir », comme sur les retraites, vous êtes des millions dans la rue, et le gouvernement, le président de la République, au lieu d'entendre l'insatisfaction, il vous renvoie à la maison. Quand, je remonte même plus avant, on vous demande votre avis par référendum sur le traité constitutionnel européen, vous dites non, et donc ça sera oui. Quand le président de la République explique qu'on va faire une convention citoyenne pour mettre tout le monde ensemble et pour faire des propositions pour faire face au climat, et que la réussite est là. C'est-à-dire qu'ils arrivent à s'entendre sur de très nombreuses propositions. Et que le président de la République, qui lui-même a décidé de cet espace-là, dit « Oh ben non, finalement, on va rien faire ». Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe ? Il y a beaucoup de ressentiments. Beaucoup de ressentiments. Et quand vous avez le sentiment de payer toujours plus d'impôts pour avoir un résultat qui est toujours plus détérioré, notamment en matière de services publics ou d'aide publique, à un moment donné, vous dites ça va être la débrouille, ça va être l'entraide, à l'échelle familiale et finalement c'est pas possible de se débrouiller et ce sera le chacun pour soi. Alors si c'est le chacun pour soi, allons-y. Et c'est là que ça devient dangereux.
C'est là que ça devient dangereux parce que c'est un terreau pour l'extrême droite. Terrible. Vous savez, l'extrême droite, elle fonctionne sur ça, sur le ressentiment, sur le « on est chez nous », par exclusion du plus dominé. Vous prenez le plus dominé, celui qui est juste après vous, et vous dites, celui-là, ça va être mon bouc émissaire. Ça fait pas de la cohésion sociale. Ça fait pas une société qui peut avoir une perspective d'avenir. Et c'est pourquoi je pense que l'esprit public que je propose est précisément l'antidote à cette vague trumpiste qui nous arrive sur le coin de la tête et qui fait peur, qui peut parfois sidérer au point de ne pas permettre des millions de gens dans la rue, mais personne ne peut savoir au fond, à la fin, comment ça va se jouer. Et c'est pourquoi je ne ferai pas de pronostic. Et peut-être que demain, et je l'espère, il y a une manifestation contre le racisme et le fascisme. J'espère que nous serons un maximum dans la rue. Est-ce que demain, ça va suffire ? Probablement pas. Donc, il faut continuer et convaincre. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on continue sur l'actualité, en particulier celle du conflit en Europe. Est-ce que la France doit se réarmer ? Ah, vaste question. Elle n'est pas stupide, celle-là, ça va ? Non, elle n'est pas absurde. Arrête, absurde. J'ai dit une fois qu'elle était absurde et elle me paraissait un peu absurde. Donc ça mais je voulais pas vous froisser, Gilles Boston. Vous ne m'avez pas froissé. Toutes les questions sont bonnes à poser et je balaye devant ma porte si vous voulez. Donc sur le réarmement, en fait, c'est la question de notre défense. Elle est très importante à partir du moment où les États-Unis ont fracassé l'OTAN. On voit bien que nous avons un besoin de faire face à notre défense. Est-ce que ça passe par du réarmement ? Je crois que c'est d'abord déjà dans le renseignement qu'on a un effort à faire très important, puisque les États-Unis faisaient beaucoup sur le renseignement. On a des enjeux de commandement, donc ça c'est vrai, mais pas au détriment du reste. Pas au détriment du reste. Or, aujourd'hui, que ce soit Emmanuel Macron ou Ursula von der Leyen, il y a une forme de stratégie du choc. Vous voyez, c'est-à-dire on vous dit économie de guerre, on vous fait très peur, d'un seul coup, et la semaine d'après ou quelques jours après, c'est pour vous expliquer que la retraite à 62 ans, c'est terminé. N'y pensez plus. Et puis, 2 jours après, vous expliquez que, attention, il va falloir réduire tous les budgets. Mais si on fait ça, ça pose 2 problèmes. Ça pose un premier problème, qui est que je ne crois pas qu'on fait face à Trump et Poutine si on n'affirme pas un autre choix de civilisation. Et on est dans ce moment tragique de l'histoire, où c'est un choix de civilisation contre un autre. Et je pense que quand on voit la loi du plus fort, que veut Trump et ses alliés, encore à marche forcée plus grande que ce qu'on connaît depuis un certain nombre de décennies, une logique de prédation, la casse totale de l'État, ces premières priorités qui a été annoncée à Washington quand ils ont fait leur international là, des néofascistes, ils voulaient démanteler l'État. Volonté d'être dans le déni climatique et déni aussi de la vérité et de la connaissance. Face à ça, ce qu'il faut, c'est l'esprit public, c'est-à-dire précisément cette économie du partage, cette volonté de remettre un État sur pied qui soit capable de piloter la transformation sociale pour répondre à nos besoins et au contraire, la connaissance, absolument, investir dans l'éducation et la culture et des médias pluralistes. Question sur le plateau, Jonathan. Non, mais juste parce que sans être belliciste en tant que tel, on peut aussi se dire que le fait d'être puissant, ça peut permettre de limiter le risque de guerre et qu'en tout cas, l'expansionnisme ou l'impérialisme de Vladimir Poutine, dans ce rapport de force-là, il y a peut-être des choses à poser. Ça, je pense que vous en conviendrez. Au-delà du renseignement, non, pas du tout. Si je peux vous répondre là-dessus, mais... Et la fin de la question, c'est, du coup, elle est morte parce que je pensais que vous alliez acquiescer sur la première partie, donc je vous en prie. Je pense qu'on ferait une erreur de penser que il y a le bloc des États-Unis, le bloc de Poutine, on peut ajouter le bloc chinois. Et donc, la grande idée géniale, c'est de faire un petit Occident en montrant les muscles et en étant dans un concours de puissance. Non, mais je suis d'accord sur l'alter modèle de civilisation, évidemment, parce que c'est une bataille culturelle qui se mène. Attendez, je suis pas du tout naïve. Après, il faut quand même fournir aux Ukrainiens si on dit qu'on veut les aider. Totalement pour. Donc, faut peut-être construire des missiles. Mais moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas investir. Je suis pas en disant qu'il ne faut pas investir. Mais il faut pas se tromper. Investir, ça ne fonctionne que si on a une stratégie pour la paix. On ne prépare pas la paix en préparant la guerre. Ça, c'est pas vrai. Donc, moi, je suis d'accord, mais la condition, c'est qu'on ait une stratégie pour la paix. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'on n'en a pas. En dehors de cette idée de faire une 4e puissance et de retourner, comme au 19e siècle, dans des guerres de puissance. Ça, c'est pas la bonne stratégie. Et si il n'y a plus d'Occident, je crois qu'il n'y a pas non plus de Sud global. Et donc, le moment est venu de faire en sorte que nous ayons des alliances stratégiques à l'échelle internationale, pas simplement à l'intérieur de l'Union européenne, mais aussi à l'extérieur de l'Union européenne. On a par exemple des partenaires comme l'Afrique du Sud, on a des partenaires comme le Brésil. Bien sûr que oui.
Et par ailleurs, il faut en chercher sur des objectifs précis. Sur l'Ukraine, on va trouver des partenaires qui ne seront pas forcément les mêmes que quand il faudra défendre le droit des Palestiniens à ne pas être exterminés comme ils le sont aujourd'hui par Benyamin Netanyahou. Donc, il faut imaginer une stratégie internationale qui nous permette d'avancer vers la paix. Je voudrais qu'on avance sur un tout autre sujet. La France insoumise a du mal à se dépêtrer des accusations d'antisémitisme après le visuel de Cyril Hanouna, vite supprimé, reprenant des caricatures antisémites, accusé y compris par une partie de la gauche. Voilà comment Jean-Luc Mélenchon s'est défendu. C'était à Brest avant-hier. L'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas? Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? De quel droit? Qui vous êtes? Parce que c'est vous. Vous m'accusez? Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre nous. Il fallait pas publier ce visuel. Alors, attendez. Donc, question. maintenant, on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de monsieur Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée? Moi, je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo? Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Alors, vous avez reconnu, c'était pas Jean-Luc Mélenchon à Brest, c'était Jean-Luc Mélenchon, mais sur France 3, sur le plateau de Francis Letellier, ce dimanche. Ce visuel et cette attitude de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça discrédite la France insoumise? Écoutez, c'est assez consternant, en fait. Moi, j'ai soutenu Jean-Luc Mélenchon à 3 reprises et je ne reconnais pas l'homme que j'ai soutenu, en tout cas, qui a redonné de la fierté à la gauche et qui nous a sorti la tête de l'eau. Parce que là, le problème, c'est que l'indifférence à l'égard de l'antisémitisme ne peut pas être une option à gauche. C'est notre histoire et nous n'avons pas le droit de faillir là-dessus. Ça n'est pas possible. Quand on est de gauche et qu'on veut lutter contre l'extrême droite, on ne fait pas des visuels qui reprennent l'iconographie fasciste des années 30, antisémite. C'est pas possible. Quand on est un grand leader de gauche et qu'on veut lutter contre l'extrême droite, on ne fait pas non plus un discours de ce type, c'est-à-dire au fond qui balaye d'un revers de la main, et il l'a fait également dans le meeting de Brest que vous vouliez donner à voir, c'est-à-dire à ce moment-là, il dit nous on sait pas ce que c'est. Mais ça, c'est pas possible de ne pas savoir ce que c'est. Et si effectivement il y a des personnes qui à l'intérieur de la France insoumise n'ont pas cette culture-là, eh bien, le leader, lui, doit expliquer, ne pas refaire, poser les mots justes sur l'erreur qui a été commise. Et je constate que la direction de la France insoumise l'a faite, pas Jean-Luc Mélenchon, et je le regrette.